On laisse tomber une pierre en chute libre. Donc il n'y a pas de vitesse initiale de départ. Hein. On n'a pas de vitesse initiale de départ. Ça veut dire que la vitesse initiale est nulle. On le lâche. On ne jette pas, on le lâche. Il y a une distinction entre lâcher et jeter. Jeter, il y a une vitesse initiale de départ. Lâcher, c'est lâcher sans vitesse. C'est-à-dire avec une vitesse nulle. Donc on laisse tomber une pierre en chute libre dans un puits et l'on entend le son de l'impact de la pierre 11 secondes après avoir lâché après avoir lâché la pierre. On demande de déterminer la profondeur du puits. Alors j'appelle P la profondeur du puits. Voilà. Donc on a un puits. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Les objets qu'on a ici, c'est une pierre ou un caillou. Voilà, une pierre, un caillou. Alors ici, j'ai considéré que la pierre, c'est un point matériel. Hein. Mécaniquement parlant, pour résoudre le problème, je considérais ça comme si j'avais un point matériel. Hein. Voilà, c'est un point matériel, bien qu'il s'agisse d'une pierre ou d'un caillou. Donc on va dire que c'est un point pour traiter un point. Bah, attention qu'il est animé d'une masse, mais ici, peu importe la masse, parce que c'est un problème de cinématique, la masse n'intervient pas. Voilà, donc on va dire ça comme ça. Donc on a un point matériel, qui est une pierre ou un caillou, peu importe. On a le puits. Le puits, ben, c'est un environnement qui est partiellement fermé, ce qui va dire qu'il va produire un écho, donc un son via impact. Alors, je rappelle que un impact, c'est soit une collision, soit une trace. La trace d'une collision. Alors ici, c'est plus vu, je parle en tant qu'impact, en tant que collision, plutôt que de trace. Par exemple, un météorite peut laisser une trace au sol, voilà, d'un astre. Cette trace, c'est un impact. Mais ici, je considérais la collision qui est l'impact. La collision au sol de l'objet avec le sol. Donc je considérais en tant que collision et non pas en tant que trace. Donc vous avez un puits, voilà, une pierre, ce sont des objets matériels. Les deux là sont des objets matériels. Le puits et la pierre sont des objets matériels. Alors maintenant il va produire un son, vous le voyez. Donc on laisse tomber, on laisse tomber une pierre, c'est matériel. Il y a l'impact dans le fond il y a l'impact dans le fond du puits. Et puis il va produire un son. Le son va remonter à une certaine vitesse. Va remonter à une certaine vitesse. Alors le son, bien sûr, c'est immatériel. Hein. Pas confondre, voilà, ce qui est matériel, les objets matériels, des objets immatériels. Hein. Voilà. Je rappelle que le son, on ne peut pas le toucher. Alors que, bon, une pierre ou un puits, on peut toucher un pierre, on peut pas toucher une partie d'un puits, on peut toucher une partie d'un pierre ou d'une pierre complète, ou d'un caillou, ou d'une partie d'un caillou. Par contre, le son, on ne sait pas le toucher, donc c'est immatériel. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas la même chose. D'un côté, on a un son qui est une onde. Une onde, ben, on ne voit pas l'onde, mais on l'entend. C'est pour ça que l'observateur, lui, quand il va lâcher, il permet de voir que l'objet tombe. Avec ses yeux, il sait voir que l'objet tombe, mais il sait entendre que il y a un impact au sol après un certain temps, bien sûr, qu'on appelle l'écho. La collision va produire un son, le son va remonter, parce que le son a besoin d'un support, notamment ici c'est l'air. Ici, le son va parcourir les tranches d'air pour remonter de la base du puits jusqu'à les oreilles de l'observateur. Donc on a un point de vue matériel et un point de vue immatériel, ça c'est une chose. Sachez que quand l'objet va tomber, ben, il y a de moins en moins de résistance. C'est-à-dire que le matériel, quand il tombe, il a de moins en moins de résistance en fonction de la hauteur. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'attraction due à la gravitation terrestre. L'attraction due à la gravitation terrestre, c'est une absence de plus en plus forte de résistance vis-à-vis d'un corps qui tombe. Il y a de moins en moins de résistance et donc la vitesse est de plus en plus grande. On peut voir ça comme ça. C'est une vitesse qui s'agrandit de plus en plus due à l'accélération de la pesanteur
est due à G. G qui est sur Terre 9,81 mètres par seconde carré. En gros, c'est ça. En gros. Parce que c'est vrai que c'est 9,80 et 3 petits points. Bon, ici, je vais mettre à 2 décimales, c'est 9,81 mètres par seconde carré. Par contre, le son, lui, il est immatériel. Le son, lui, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il n'aura pas de résistance. Hein. Voilà, lui, il parcourt dans l'air. Il n'a pas de résistance dans l'air. Et qu'est-ce qui se passe? Le son, il est toujours à la même vitesse. Hein. Il n'y a pas quelque chose qui va venir freiner la vitesse. C'est ça que je veux dire. Dans le sens où la vitesse, elle sera constante. La vitesse sera constante. Il n'y a pas de résistance au son. La vitesse est constante. Voilà. Par contre, l'objet, lui, il a une certaine absence justement de résistance. Et on a une inversion, un inverse d'une résistance. L'inverse d'une résistance à la tombée de l'objet dans le puits. Donc on a une absence de résistance. Une absence de résistance, ça veut dire qu'il est de plus en plus attiré. Donc il a une vitesse de plus en plus grande due à la gravitation terrestre. Ce qui n'est pas le cas pour le son. Le son, lui, il va parcourir une vitesse constante. Voilà, une vitesse constante. Alors le tout, c'est de connaître la vitesse du son dans l'air, qui est environ de 340 mètres par seconde. J'ai pris 340 mètres par seconde. On va dire ça comme ça. Donc vous voyez qu'on a un point de vue matériel et un point de vue immatériel. Donc le problème va engendrer deux concepts physiques. Une vitesse animée par un objet matériel et une vitesse animée par un objet immatériel, donc qui est le son. Donc l'objet tombe, il y a l'impact dû à la collision, puis un son va jaillir de la collision, et puis après le son va remonter à vitesse constante jusqu'à les oreilles de l'observateur. Voilà, ça c'est le problème. Alors on demande de déterminer justement la profondeur du puits. Et c'est comme ça qu'on faisait avant, pour voir si le puits était grand, profond ou très profond, ou très profond ou peu profond. On laisse tomber un objet, on écoute après un certain temps, on écoute l'écho. Et donc grâce à ça, bien sûr, si le puits est très profond, l'écho sera de plus en plus grand que le puits est beaucoup plus profond. Plus c'est profond, et plus l'écho prendra un temps plus long. C'est normal parce qu'il faut déjà de 1 la descente du corps. Et plus le puits est profond, plus la descente du corps va se faire très éloignée. Puis il faut l'impact. Une fois qu'on a l'impact, le son créé, et à vitesse constante, il faut que la remontée du son. Et si la profondeur est beaucoup très grande, il y aura un grand temps pour que l'objet matériel descende, c'est-à-dire la pierre descende jusqu'à le fond du puits. Mais il faut aussi que le son remonte du fond du puits jusqu'à les oreilles de l'observateur. Donc vous voyez que plus la profondeur est grande, plus le temps de descente du caillou sera grand, et plus la remontée du son sera grande au niveau du temps. Et donc, grâce à l'écho, on peut trouver de quelle profondeur est le puits. Bon, on va voir, justement, c'est ça le problème. Alors, la première des choses, c'est, je vous rappelle que quand on a un repère, pour le point matériel, si je distingue en deux cas de figure, le point matériel va subir un émérua parce qu'il y a une accélération de la gravitation qui est présente, qui est G. Donc je considère le point de vue matériel, le point de vue immatériel. Point de vue matériel, si je considère qu'on a un repère, dans un repère donné R, on a les lois de la cinématique qui est x est égal à x0 plus v0t plus at carré sur 2. Voilà pour la position, en fonction du temps bien sûr. On a la loi de la vitesse qui est v est égal à v0 plus at. Et on a l'accélération qui est constante, puisqu'on a un mRUA. Ensuite, pour les lois pour l'immatériel, donc pour le son, on a un mRU. On a x est égal à x0 plus v fois t, avec l'accélération qui est nulle, 0 mètres par seconde carré, bien sûr, et la vitesse qui est constante. Alors, cette vitesse constante, pour le son, c'est 340 mètres par seconde, je vous l'ai dit. Hein. La vitesse constante vaut environ 340 mètres par seconde, hein, environ. C'est environ 340 mètres par seconde. Voilà. Ça, c'est la vitesse du son dans l'air. Support LR.
340 mètres par seconde. Donc ceci, la vitesse elle est connue, l'accélération elle est nulle, et la loi de du MRU, il vous dit que x est égal à x0 plus vt, donc je vais appliquer le MRU, la loi du MRU pour le son, et la loi du MRUA pour la pierre, ou pour le point matériel, parce que j'ai considéré que la pierre était un point matériel. Ce qui veut dire que, bon, là j'ai positionné un repère qui est le même. Ici c'est dans un repère R', qu'on a la loi de la cinématique en MRU ici. Mais maintenant, si j'ai le même repère R vaut R', parce qu'ici justement je dois tout faire, matériel et immatériel dans un même repère, donc je vais considérer un repère ici, R, qui est un repère, voilà, K, Z. Alors, bien sûr, l'observateur, vous le voyez, il est là. Voilà, il lance son caillou. Je considère ici le niveau 0. Niveau 0 ici. Donc j'ai un repère dirigé vers le bas. Alors, si j'avais mis I, généralement on met un repère I, X, horizontalement. Voilà. Alors ici j'aurais pu l'appeler I ou J. Alors si je mets I, je mets X à la place de Z. Si je mets J, je mets Y. Mais ici j'ai mis K, vecteur K. Donc le vecteur K, je mets Z. Et on recherche la profondeur Z à partir de 0. À partir de 0. Donc on recherche la profondeur ici, qui est, voilà, la profondeur P. On recherche la profondeur P, voilà, à partir de 0, ici on lâche en 0. Alors, bien sûr, la vitesse initiale, elle est lâchée. Hein. Lâchée, c'est 0 mètres par seconde. 0. On lâche la pierre. Donc la vitesse initiale est de 0 mètres par seconde. Ce qui veut dire que x0, il vaut 0, parce que mon repère, il est fixé ici en 0. Mais le v0, il vaut 0 aussi. Ce qui veut dire que vous voyez qu'ici, j'ai fait tomber le x0 et le v0t ici, qui vaut 0. Donc il va rester à t carré sur 2. Celui-ci, dans la loi de la vitesse, v0, il veut 0. Voilà. Bon, l'accélération est constante. L'accélération ici vaut g. Hein. Voilà. Le module de l'accélération du vecteur g. Bon, le vecteur g, vous voyez qu'il est dirigé vers le bas, puisque voilà, l'accélération, voilà. Alors ici, j'ai mis un repère qui descend vers le bas, donc G, il est dans le même sens que le repère Z, hein. Donc le G sera positif. Si vous prenez un repère contraire, vous allez avoir G négatif, hein. Si vous prenez un repère qui est dirigé vers le haut, Z dirigé vers le haut, vous allez avoir G négatif, hein. Il faut faire attention à tout ça. Voilà. Donc ici, G, il est positif, parce que dans le même sens que le repère est dirigé vers le bas, hein. Voilà, j'ai mis un repère Z dirigé vers le bas. Voilà. Alors, bien sûr, vous remarquerez le puits. J'ai mis le puits, il est là, ça c'est le puits. Et vous avez tout, Alors donc G est positif parce que le repère est dirigé vers le bas. Donc le x0 il vaut 0 parce que bon, il est lâché. J'ai pris le repère où se trouve l'observateur en 0 mètres. V0 il vaut 0 parce qu'il est lâché. Il reste à t carré sur 2. A il est connu parce que c'est l'accélération de la pesanteur. Et comme il est positif, c'est 9,81 et pas moins 9,81. Donc c'est 9,81 sur 2 t carré. Alors V il vaut 9,81 fois t. Voilà. Donc là, on a l'équation de la position de la pierre à tout moment. Et on a l'équation de la vitesse de la pierre à tout moment. Là, remarquez bien que la vitesse est variable. Hein. Je vous l'ai dit. Plus le corps y tombe, en fonction de plus le temps le temps est compté, et plus la vitesse est grande. C'est normal parce que justement il est attiré. On a de moins en moins de résistance offerte à la pierre quand la pierre tombe. C'est comme si on avait une forte attraction, voilà, par le sol, de plus en plus attiré. Donc on a de moins en moins de résistance, voilà, de moins en moins de résistance de la pierre vis-à-vis de sa chute, donc il tombe de plus en plus vite. Quand je dis de sa chute, c'est-à-dire de sa profondeur. Plus c'est profond et plus il tombe vite. On va dire ça comme ça. Alors la position elle est donnée par 9,81 sur 2 t carré pour la pierre. Et pour le son, ben, c'est facile, puisque le son, il n'y a qu'une seule équation.
Ben, je vous rappelle que A vaut 0, la vitesse c'est 340 mètres par seconde, et ceci va s'écrire x est égal à x0 plus 340t, puisque la vitesse vaut 340t. Voilà. Donc je reprends ces deux équations, de la pierre et du son, donc du matériel et de l'immatériel, du corps matériel et du corps immatériel. Voilà. Et bien sûr, c'est pas x, hein, c'est z. Alors, le point d'impact, il va se faire en Z1. Voilà. Parce que j'avais écrit x est égal à 2981 t carré. Voilà. Ben ici, moi, ce que je cherche, c'est le point d'impact Z1 par rapport à l'origine. Hein, par rapport à l'origine 0 ici. Donc, je cherche le point d'impact Z1 par rapport à l'origine. Donc, Z1 vaut quoi? 2981 t carré. T1 carré. Alors, T1, c'est quoi? Ben, c'est quand... c'est le temps quand la pierre est en position Z1. Donc, voilà. 2981 T1 carré. Alors le son, ben le son, lui fait un mouvement inverse. Alors comme la vitesse de la pierre, elle est positive, hein, parce que la pierre elle tombe, sa vitesse est positive, ben la vitesse du son, elle va dans le sens contraire, sa vitesse est négative. Sa vitesse est négative. La vitesse du son, voilà, le son remonte. Voilà. Par rapport au repère, il est négatif, parce que j'ai pris un repère vers le bas. Donc le son remonte, donc on a une vitesse négative. Donc c'est moins 340t. Alors, ZF, c'est la vitesse finale, qui est de 0, parce que... enfin, ZF, c'est la hauteur finale du son. Mais on part de Z1, le son part de Z1 pour arriver en 0. Il part de Z1, il fait un mouvement inverse hein, que la pierre. Donc le son, voilà, il remonte. Et donc, on part de Z1 pour arriver en ZF égale 0. Donc il part de Z1 pour arriver en finale en ZF et ZF vaut 0. Et là, bien sûr, la vitesse est négative ici, comme je l'ai dit. Pourquoi? Parce que il est en sens inverse du repère que j'ai choisi. Alors si j'avais choisi un repère qui monte vers le haut, j'aurais eu plus. Hein. On va dire ça comme ça. Mais j'ai pas plus ici parce que j'ai pris le repère vers le bas. Alors maintenant, il suffit de remplacer les valeurs. 1,981 T1 carré. Voilà. Et le son, bien sûr, il va arriver en T2. Hein. Ici, le son va arriver à 0 en T2. En T2. Donc, il est lâche, on lâche en T0. Il arrive en... la pierre arrive à la fin du puits à l'instant T1. Et en l'instant T1, le son remonte pour arriver en T2. Enfin, pour arriver à 0 en T2. Donc, lâcher de la pierre en T0 égale 0. Arriver impact à fond du puits en Z1 à l'instant T1. Remonter du son à partir de l'instant T1 du fond du puits pour remonter jusqu'en ZF égale 0. Jusque l'observateur. Et ça, le son va arriver aux oreilles de l'observateur en l'instant T2. Alors, on va dire ça comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai mis T2 ici. Et pas T1. T1 c'est quand la pierre touche la fin du puits. Et T2 c'est quand le son arrive à l'oreille de l'observateur. Donc j'écris Z1 est égal à 2981 T1 carré. ZF il vaut 0, donc je remplace par 0, c'est égal à Z1 moins 340 T2, voilà. Et donc celui-ci va s'écrire tout bonnement Z1 est égal à 2981 T1 carré, je fais rien, je le recopie, par contre c'est lui qui va changer, puisque Z1 égale 340 T2. Voilà. Alors, comme je l'ai dit ici, en T0 on lâche la pierre, T1 la pierre arrive en Z1, et en T2 ben, on entend l'écho. C'est-à-dire quand, il faut aller voir l'énoncé, ils vous disent que c'est 11 secondes après avoir lâché la pierre. On entend l'écho 11 secondes après avoir lâché la pierre. Bon, donc il y a une relation entre l'écho et le lâcher de la pierre. Voilà. Donc, alors ça je vais écrire tout ça. Donc, vous voyez ces deux équations-ci, je les réécris. Ces deux équations-là, je vais les réécrire en tenant compte du temps voilà, qui va s'écouler entre... alors T2, je vais vous montrer comment je vais le calculer, T2.
Voilà, donc j'écris ces deux équations, les deux dernières équations que j'ai écrites. Elles sont là. Ça, c'est les deux dernières que j'avais auparavant. Simplement, il faut trouver le T2. Le T2, ben, on sait bien que le temps de descente de la pierre, plus le temps de montée du son, ça c'est le temps de montée du son. Temps de descente de la pierre, temps de montée du son. Voilà. Et là, l'intervalle de temps entre le temps de descente et le temps de montée, ben, quand on lâche la pierre, on entend l'écho arrive ici 11 secondes après. On lâche, on est au sol, hein, ici c'est au sol, vous lâchez et vous écoutez. Vous lâchez et vous écoutez. Vous lâchez et vous écoutez. Voilà, tout se passe au sol. Hein. Au sol, vous lâchez, vous écoutez. Et on calcule, voilà, ces références-là, lâcher et écouter. Lâcher et écouter, ça fait 11 secondes. Donc, lâcher et écouter, ça veut dire que c'est le temps de descente de la pierre et le temps de montée du son. Ce qui fait 11 secondes. Voilà. C'est tout ça, c'est rien que ça. Alors, donc, ce qui veut dire que, bon, T1, c'est la position Z1, ça je l'ai dit. En Z1, en position Z1, on est à l'instant, la pierre, on va à l'instant T1, la pierre est en Z1, c'est ça que je veux dire. Hein. À l'instant T1, la pierre est en Z1. Voilà. Donc, ce qui veut dire que T1, c'est le temps de descente. T1, c'est le temps de descente de la pierre. Donc ici, je peux considérer que c'est T1. Voilà. Donc plus T1 plus le temps de montée, du son fait 11 secondes. Voilà. Ce qui veut dire que le temps de montée du son fait 11 moins temps de descente de la pierre. Et temps de descente de la pierre, mais c'est T1. Donc T2 ici, ce fameux T2, c'est le temps de montée du son. À partir de Z1. À partir de Z1, on a un temps de montée qui vaut T2. Et ce T2, c'est le temps de montée du son. Voilà. Et donc ce temps de montée, il vaut 11 moins T1. Ce T2, il vaut 11 moins T1. Et donc, ce T2, je remplace par 11 moins T1. Voilà. Alors maintenant, je calcule tout. On a Z1 égale Z1 égale. On a un système des équations à deux inconnus Z1 et T1. Bon, je les égale. Hein. Je les égale. Voilà, j'égale la 1 et la 2. Donc j'ai 1 demi, 1 demi. En fait, c'est une substitution. Ouais, je substitue. J'élimine le Z1. On va dire ça comme ça. J'élimine le Z1. 1 demi, 9,81 T1 au carré. Attention qu'il y a un carré ici. Hein. Voilà. T1 au carré. C'est égal à 340 fois 11 moins 340 T1. Alors je distribue. Hein. 340 fois 11 moins 340 T1 est égal à ceci. Alors Z1, mais Z1 c'est ceci. 1 demi 981 T carré. Ce qui fait une équation qui donne 1 demi 981 T1 carré 300 moins 340 fois 11, parce que le plus il passe dans le nombre de gauche, il devient moins. Et lui, il est moins, il devient plus. Voilà. Il devient plus. Ah. Alors, donc ici, je vais rechercher les solutions par GeoGebra. Voilà. Donc j'ai mis l'équation du second degré. Hein, à 2981, 981. Voilà, plus 340. Alors le X c'est le T. Hein. Voilà, c'est à 2981, 9,81 T carré, plus 341 T, moins 340 fois 11. Hein. Voilà, j'ai les racines, moins 78. Vous aurez compris que la racine négative, il faut la rejeter. Et qu'on ne prend que la racine positive. Donc la racine positive ici, c'est 9,65 secondes. Donc la solution, c'est 9,65 secondes. Donc le temps, c'est 9,65 secondes. Le temps, c'est 9,65 secondes. Donc déterminer, ça c'est le temps, voilà, on va dire temps de descente. Hein.
qui était 1. Temps de descente de la pierre. Maintenant, pour rechercher la profondeur P, ben, on a l'équation toute faite qui est, je vais chercher Z1, 1 demi 981 T1 carré. 1 demi 981 T1 au carré. 1 demi 981 temps de descente de la pierre égale T1 965 au carré. Voilà. Alors ça, vous aurez, je vais avoir la profondeur. Donc ici j'ai trouvé 965, c'est le temps de descente de la pierre. Et grâce au temps de descente, je peux trouver ben, la profondeur. Alors sachez que si vous vous trompez, par exemple, si vous prenez un repère contraire, c'est de ne pas mettre plus 340, mais mettre moins 340, moins 340x. Et vous trouvez les mêmes solutions, mais à ce moment-là, comme vous avez pris le repère dans le sens contraire, il faut rejeter le négatif là. Il faut rejeter le négatif et faut prendre faut rejeter le positif, puisque le repère est dans le sens contraire. Il faut rejeter le positif et reprendre le négatif. Voilà, tout dépend comment vous prenez votre repère. Moi je l'ai pris vers le bas, mais si vous le prenez vers le haut, il faut rejeter le positif et prendre le négatif. Hein. On va dire ça comme ça. Attention à vos repères. C'est pour ça que je dis faire attention à vos repères. Maintenant, je vais calculer 1 demi fois 9.81 fois 9.65 au carré. Bon, j'ai complètement raté. 1 demi. Je vais ressaisir. 1 demi fois 9.81 fois 9.65 au carré. Voilà. Et la hauteur du puits de 456 mètres. C'est pour ça que ça faisait un grand temps de 11 secondes. Hein. De descente et de montée, c'est 11 secondes. C'est quand même beaucoup. Et donc, ce qui veut dire qu'on a... voilà. Et donc, le son, il va monter en 11 secondes moins 9.65. Voilà. Ce qui fait... le son, ça prend 1, le son monte beaucoup plus vite que l'objet ne tombe. Hein. Le son va beaucoup plus vite que... Enfin, dans ce cas-ci, le temps du son, il est plus court que le temps de descente de... Comment on appelle ça que le temps de descente. Pourquoi? Parce que c'est pas encore suffisamment profond. Pour avoir une très grande vitesse... on pourrait calculer une certaine vitesse où le son, la vitesse de tomber sera beaucoup plus grande que la vitesse du son. Hein. Voilà, il faudrait prendre des zones d'auteur, où dans un intervalle d'auteur donné, la vitesse serait tellement grande que bon, bien sûr, on dépasserait la vitesse du son, la vitesse du son. Mais en tout cas ici, on ne la dépasse pas parce qu'apparemment, je veux dire, le temps de descente est beaucoup plus grand que le temps de montée. Parce que le temps de descente, c'est-à-dire du corps matériel, hein, il n'est pas suffisant, il n'y en a pas une vitesse suffisamment grande. Il faudrait prendre des intervalles de profondeur très 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 éloignés pour avoir une vitesse tellement grande par rapport aux vitesses du son. Mais ici c'est pas le cas. On n'a pas le cas. Je rappelle que le temps de descente il fait 9,65 secondes. Voilà, ça c'est le temps de descente. Voilà, c'est pour le temps de descente. Bon, je vais appeler ça autrement. Donc le temps de descente, que je vais appeler TD, il fait 9,65. Voilà. Le temps de montée du son, il fait 1,35. Le temps total, il fait 11 secondes.
de la pierre. Voilà, temps de montée du son, 1,35. Alors, si je fais 1,35 fois 340 mètres par seconde, voilà, on a les 459 mètres. Environ. Environ 400, on a les 456 mètres. Parce qu'en vérité, c'est pas 1,35, c'est... Si je vais calculer, je l'ai calculé au centième. Il faudrait redescendre plus. Voilà. Ici, c'est calculé au centième. C'est pour ça que j'ai 459. Je devrais descendre plus bas, en décimale, pour être plus précis. Plus précis, on va dire ça comme ça. Donc, dans un intervalle de profondeur très, très éloigné, on pourrait avoir une vitesse très grande. Une vitesse très grande, et donc, là, le son... on pourrait avoir une vitesse qui dépasse la vitesse du son. Une vitesse qui dépasse la vitesse. Le tout, c'est chercher un intervalle de profondeur où on pourrait avoir ça. Donc vous voyez que ici, le son il remonte beaucoup plus vite que l'objet ne descend, parce que la vitesse n'est pas encore suffisamment très grande de la pierre pour que la vitesse de descente soit beaucoup plus grande que la vitesse du son. Voilà. Ici on a dans un intervalle de hauteur une profondeur de 456 mètres, c'est pas suffisant, voilà, pour dire de dépasser la vitesse du son. Mais à un moment donné, on va dépasser cette vitesse du son. Mais maintenant, il faudrait voir l'intervalle du pluie. Maintenant, je ne sais pas combien ça ferait. Combien ça ferait, faudrait calculer ça. Et donc c'est une technique. Donc la hauteur c'est 456 mètres, environ 456 mètres. Environ 456 mètres de profondeur. Et terminal. Donc c'est une technique, hein. C'est une technique à partir, voilà, du sol. Voilà. Deux sens interviennent. On regarde, on le lâche. On le lâche, on regarde et on écoute. On écoute. Et là, quand on écoute, voilà, on regarde après combien de temps, je veux dire, qui est le temps de monter plus le temps de descente. Après combien de temps, je veux dire, total. Ici, c'est 11 secondes. Hein. Grâce à ces 11 secondes, on sait déterminer, voilà, la profondeur du puits. Pas un calcul de cinématique. On va dire ça comme ça. Alors ça pourrait faire penser au système de token ring dans les réseaux informatiques. Voilà, il envoie une information et il scrute le réseau. Voilà. Il attend un écho. Il attend un écho pour voir s'il y a tout le monde l'a reçu ou pas via si tout le monde a reçu un jeton ou voilà, il scrute par un écho, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça fait penser un petit peu à ça. Voilà, et on lance et on écoute. Je vous remercie.